Bonjour à tous et bienvenue à la section 4.8 du cours électricité et magnétisme. Je vous présente ici le champ magnétique généré par une boucle de courant. Alors, on veut évidemment calculer le champ magnétique généré par une boucle de courant en un point situé sur son axe. Ça, c'est important parce que hors axe, le calcul devient vraiment plus compliqué et ça, on n'en fera pas dans le cadre de ce cours qui est de niveau cégep. Alors, commençons par un petit peu de vocabulaire. Pour se pratiquer, on va utiliser la bobine qu'on voit ici, qui est composée de trois tours. Hein. Vous voyez, on part ici, on a du courant qui circule, puis on tourne comme ça, on fait trois tours. Alors, commençons par le premier mot de vocabulaire. Ce qu'on appelle un tour, ça s'appelle aussi une spire. Donc, ça représente un tour. Donc, quand tu complètes un tour, tu as une spire. Ici, on a fait trois tours. Donc, au total, ma bobine, elle a ici trois spires. Donc, le N majuscule, c'est le nombre de spires, nombre de tours. Ensuite, ce qu'on appelle une bobine, ben, c'est l'ensemble des spires. Donc, si tu prends tout ça, ce qu'on a ici sur l'image, ben, ça représente une bobine. Une bobine qui contient trois spires. Vous allez voir souvent dans le livre, quand vous ferez les exercices, là, souvent on va parler de boucle ou d'anneau. Une boucle ou un anneau, c'est synonyme, c'est une bobine qui ne contient qu'un seul spire, donc juste un tour, comme ça. Un anneau, c'est un tour, c'est tout, pas plus. Il y a un champ magnétique ici sur l'image. Je vous apprends dans un instant comment le définir, mais pour le moment, ignorez-le. Je voulais juste vous montrer l'image qui représente là, une boucle ou un anneau. Donc, tout simplement. Dans cette section-ci, on va faire l'hypothèse qu'on a des bobines à spire superposées. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ben, une bobine à spire superposée, c'est qu'on va dire que chacune des spires que vous avez ici, elles sont tellement proches l'une de l'autre qu'en première approximation, on va supposer qu'elles sont essentiellement à la même position. Mais pour faire cette approximation-là, ça fonctionne si et seulement si H, qui est l'épaisseur totale de la bobine, que vous voyez ici, il faut que cette épaisseur H-là soit beaucoup plus petite que le rayon R majuscule de la bobine. Quand on fait ça, ben, on peut essentiellement dire que vu que cette épaisseur-là est petite, ben, c'est comme si chaque spire était à la même position par rapport là, au centre de la bobine. Okay? Donc ça, c'est l'approximation de bobine à spire superposée. C'est ce qu'on fait dans cette section-ci. Dans la section à venir, on verra qu'est-ce qui se passe si nous ne pouvons plus faire cette approximation-là. Mais pour le moment, on travaille dans l'approximation de spire superposée. Voilà. Alors, règle à main droite, c'est très simple. C'est encore une fois la règle à main droite qu'on va appliquer de façon un petit peu différente. Donc, si j'ai une bobine ou un anneau, là, on l'a fait ici pour juste une boucle. Donc, si vous avez du courant qui circule dans un certain sens dans votre boucle, ben, enroulez vos doigts dans le sens du courant et le pouce vous donnera le sens du champ magnétique qui est créé à l'intérieur, en plein centre de la boucle. Donc, si vous le faites, prenez votre main droite, enroulez vos doigts, vous voyez que votre pouce devrait pointer vers le haut, vers votre plafond. Donc, ça veut dire que dans le centre de ma boucle ici, ben, j'ai un champ magnétique qui pointe vers le haut, donc en Y positif. Donc, ça, c'est la règle à main droite que je viens de vous présenter quand on a des boucles. Remarquez bien qu'on aurait pu le faire de façon équivalente, mais un peu différent, avec ce qu'on avait vu à la section 4.6. À la section 4.6, je vous rappelle, c'est que quand j'ai du courant qui circule dans un fil, tu peux mettre ton pouce dans la direction du courant. Fait que si je regarde le bout de fil qui est ici en haut, j'ai du courant qui circule vers la gauche. Fait que tu mets ton pouce dans la direction du courant, comme ça, et tu regardes tes doigts vis-à-vis le centre de la boucle. Tes doigts pointent par où? Dans ce cas-ci, ils pointent hors de l'écran. Donc, c'est comme si ça sortait de l'écran. Donc, on est en Y positif. Là. Ça, c'est une vue de haut. Là. Donc, vous voyez que ça revient exactement à ça. Puis, on aurait pu retrouver ce champ magnétique-là avec n'importe quel bout de fil. Là. Si on prend le bout de fil en bas ici, ben là, ici, mon courant il circule vers la droite. Fait qu'on met le pouce vers la droite. Regardez vos doigts vis-à-vis le centre de la boucle. Ça pointe par où? Ben, vos doigts, ils sortent de l'écran. Fait que
même constat si on avait utilisé ce bout de courant-là ou ce bout de courant-là. Vous voyez que les doigts vis-à-vis le centre, ils sont tout le temps en train de sortir. Fait qu'on aurait pu s'en sortir soit avec la méthode de la main droite de la section 4.6, mais je pense que c'est encore plus simple de le faire comme ça. T'enroules tes doigts dans le sens du courant, puis ton pouce indique le champ magnétique. Et voilà, comme ça. OK. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un champ magnétique qui est sur l'axe, mais pas nécessairement au centre de mon anneau? Ça, c'est une vue en perspective, là, donc il faut la voir un peu en 3 dimensions. Là. Donc, on regarde le champ magnétique total ici au point P. Nous sommes sur l'axe, donc ça veut dire qu'on est vis-à-vis le centre de l'anneau, mais on n'est pas dans le centre de l'anneau. Vous voyez la petite distinction là? Donc, vous voyez qu'on a ici 4 petits champs magnétiques qui sont dessinés. On a dessiné 4 champs magnétiques créés par chacun des 4 petits bouts de fil que vous voyez ici. Et donc, pour comprendre comment ça se fait qu'ils ont été enlignés dans cette direction-là, commençons par ce petit bout de fil-là. On a un courant I1 qui circule dans ce cas-ci, qui rentre dans l'écran. Et donc, appliquons la règle à main droite de la section 4.6, c'est-à-dire on met le pouce dans le sens du courant, donc ici. Puis là, tu regardes tes doigts, ils s'enroulent dans quelle direction si tu places tes doigts ici, au point P. Si vous le faites, vous devriez avoir des doigts qui pointent dans cette direction-là. Direction B1 associée au courant I1. Et règle à main droite, c'est que le résultat vectoriel doit toujours être perpendiculaire à ton... Quand tu places tes doigts doivent toujours être perpendiculaires à ton pouce, dans le fond, parce qu'ils ne pointent pas dans le même plan. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, on a un angle de 90 degrés ici. Après ça, si je le fais pour, mettons, I3, juste parce que c'est plus facile à visualiser, ici, c'est un courant qui sort de l'écran, fait qu'on met le pouce pour qu'il sorte de l'écran. Mettez vos doigts là où est situé le point P, ben là, vous allez obtenir un champ magnétique B3 dans cette direction-là, encore une fois, à angle droit par rapport à mon pointillé qui est là. Là, je ne le ferai pas pour I2 et I4, mais comprenez que c'est la même chose. Il faut comme le voir en 3 dimensions. Donc B4, c'est comme s'il sort un peu de l'écran, puis B2, c'est comme s'il rentre un petit peu dans l'écran. Et là, ici, ce qui est important de comprendre, c'est que si tu compares B1 et B3, ils vont avoir la même grandeur parce qu'ils sont situés à la même distance par rapport au bout de fil qui produit B1 et B3. Donc, ils ont la même grandeur et ils sont symétriquement positionnés parce que le point P il est situé sur l'axe et donc la distance en pointillé ici est égale à la distance en pointillé ici. Donc, même grandeur pour B1 et B3 et symétriquement placée. Ça, ce que ça veut dire, c'est que la composition en X de B1 va venir annuler la composition en X de B3. Hein, B3 va avoir comme une composante en X comme ça vers la gauche, puis la composante en X de B1 va être comme ça vers la droite. Donc, par symétrie, et parce que B1 a la même grandeur que B3, ben la composante en X de B1 va annuler la composante en X de B3. Même constat avec B2 et B4. Même constat avec n'importe quelle autre combinaison de 2 bouts de fil sur mon anneau que j'aurais pu faire. Donc, tout ça pour dire que, au point P, tout ce qui va rester, la seule composante de tous ces champs magnétiques-là qui ne s'annulera pas, c'est la composante verticale, la composante en Y du champ magnétique. Donc, résultat, au point P, ben, ici aussi, tu vas juste avoir un champ magnétique qui va pointer en Y positif dans ce cas-ci. Okay? Fait que, vu en perspective, si on simplifie, là, on a ça, on a besoin de la loi de Biot-Savart. Je ne ferai pas la démonstration, c'est fait dans le livre si ça vous intéresse. Encore une fois, il y a beaucoup de développement puis il y a des intégrales, fait que je veux passer là, outre tout ça. Là. Ce qui est important, c'est que vous compreniez le concept pour trouver où la direction totale du champ magnétique créé au point P, donc dans ce cas-ci, juste vertical. Et pour le calculer, ben, c'est cette équation-ci que vous avez dans votre feuille de formule. Après ça, il s'agit simplement de savoir l'appliquer correctement. Pas compliqué, là. I, c'est le courant qui circule dans ma boucle. R majuscule, c'est le rayon de ma boucle. Et le alpha qui est là, c'est l'angle qui est sous-tendu ici par l'axe qui passe en plein centre. Et le petit pointillé ici qui relie l'extrémité de ma boucle là, avec mon point P. Okay? Donc, c'est tout. C'est ça l'équation.
Qu'est-ce qui arrive si j'ai une bobine à plusieurs spires? Ben, c'est la même équation que ça, mais multipliée par le nombre de spires. Remarquez que la seule différence entre ça et ça, ben, c'est le N majuscule. Donc, c'est le nombre de spires. Fait que j'avais pas trop insisté là-dessus, mais ici, j'avais juste une spire. J'avais une boucle. Fait que si tu as plusieurs boucles comme ça, ben, chaque boucle va faire ce champ magnétique-là. Fait qu'autrement dit, pour un ensemble de n spires, ben, c'est ta même équation, mais multipliée par le nombre de spires que tu as en avant. Fait que dans ce cas-ci, si j'ai 3 spires, ben, je vais multiplier mon résultat que j'ai trouvé à la diapo précédente par 3, tout simplement. OK? Alors, qu'est-ce qui se passe si mon point est en plein dans le centre de la boucle? Ben, dans ce cas-là, il faudrait que j'utilise un angle de 90 degrés, hein, dans le fond, là, si je reviens ici. L'angle alpha qui est là. Imaginons que le point P, là, je le descends, je le descends, je le descends, puis je le rapproche de plus en plus du centre. Ben, tu vois qu'au fur et à mesure que mon point P, je le descends, ben, l'angle alpha, il grandit. Il grandit, il grandit, il grandit, jusqu'à temps que j'arrive au centre. Quand j'arrive au centre, c'est sa valeur maximale. Tu vois qu'il tend vers 90 degrés. Et donc, mon point au centre, ben, j'ai un angle alpha de 90. Sin de 90, ça donne 1. Même si tu l'élèves à la 3, ben 1 à la 3, ça donne quand même 1. Fait que finalement, sin de cube de 90 s'en va. Fait que tout ce qui te reste, c'est ça. Ça, c'est le champ magnétique en plein dans le centre de ta boucle. OK. Exercice tiré du livre, donc 4.8.3. J'ai un courant de 4 ampères qui circule dans une bobine qui comporte 10 spires superposées de 30 cm de rayon. 3 petites questions. Tout d'abord, quel est le module du champ magnétique en plein centre de la bobine? Après ça, quel est le module du champ magnétique sur l'axe de la bobine, mais à 10 cm du centre? Et finalement, C, quelle doit être la distance entre un point P sur l'axe de la bobine et le centre de la bobine pour que le champ magnétique au point P soit égal à la moitié du champ que tu as calculé au centre de la bobine. Donc, autrement dit, de ta réponse que tu as trouvée en A. OK. Donc, en A, on est dans le centre de la boucle. Donc, comme je vous ai mentionné, tu utilises cette équation-là, tu utilises l'angle de 90 degrés, donc le sin s'en va, il te reste juste ça ici. J'ai 10 spires, donc il ne faudra pas oublier de multiplier le résultat par 10 pour obtenir mon résultat. J'ai un courant I de 4 ampères. Le rayon de ma boucle, c'est 30 cm, mais il faut qu'on utilise les unités du système international, donc 0.3 mètres. Donc, un coup que j'ai ça, je remplace mes valeurs. Mon résultat, c'est 8.38 fois 10 à la moins 6, mais n'oubliez pas de multiplier par 10 spires, parce que j'ai 10 boucles comme ça. Là. Fait que je multiplie mon résultat par 10, donc ça donne 8.38 fois 10 à la moins 5 Tesla. Après ça, pour B, ben là, on cherche à un point P, on disait situé à 10 cm du centre de ma boucle. Donc, on est toujours sur l'axe parce qu'on est vis-à-vis le petit pointillé en bleu, mais on est à une distance là, 10 cm au-dessus de la boucle, si vous voulez. Mon rayon de la boucle, c'est 30 cm. Donc, vous voyez ici, ça forme un triangle. Avec ce triangle-là, je vais pouvoir venir évaluer alpha. Et c'est primordial parce que comprenez que c'est cette équation-là que je veux, mais avec un alpha que je dois au préalable trouver. Donc, je reviens à mon triangle. Pour trouver alpha, je vais utiliser un tangente. Tangente de alpha, c'est égal à côté opposé, donc 0.3, divisé par adjacent, donc 0.1. Donc, je fais arctane de 0.3 sur 0.1. Ça me donne alpha qui est 71.57. Je fais mon calcul, je remplace les valeurs, ça me donne ce résultat-là, 7.15 fois 10 à la moins 6. Mais attention, il ne faut pas que j'oublie de multiplier par 10 spires. Donc, c'est ce résultat-là qui est mon résultat final, 7.15 fois 10 à la moins 5 Tesla. Pour la question en C, c'est que là, on cherche la distance L majuscule ici, en mauve, pour avoir un champ magnétique au point P qui est égal à la moitié de ce qu'on avait à la réponse en A. Donc, autrement dit, en plein centre de ma boucle. Donc, je prends mon résultat en A, je le divise par 2, ça donne ça. Fait que mon équation, c'est ça ici. Là, mon inconnu, c'est alpha. Comprenez bien, parce que mon courant I ne change pas, le rayon de ma boucle ne change pas, mon champ magnétique, c'est connu, c'est cette valeur-là. Fait que mon inconnu, c'est le alpha qui est là, ici, là. Ou sin de alpha, si vous voulez. Là. Donc, je vais venir isoler sin de alpha, donc c'est égal à ça.
Je peux remplacer les valeurs. Tac, tac, tac. Je fais le calcul, ça donne 0,5. Mais ça, c'est pour un sin cubique de alpha. Fait que je prends racine cubique de chaque côté de l'équation. Donc, sin de alpha est égal à ça. Donc, je peux trouver mon alpha qui est égal à arc sin de ce résultat-là. Donc, ça me donne un angle de 52,54 degrés. Sachant que quand je faisais mon triangle ici, ben, tan de alpha, c'est égal à opposé sur adjacent. Donc, c'est égal au rayon R sur L majuscule. Mon inconnu, c'est le L majuscule. C'est ça que je cherche. Donc, de cette équation-là, je l'isole, L majuscule, et je remplace ma valeur d'angle que je connais. Je sais que ça vaut 52,5. Mon rayon R majuscule, ça n'a pas changé, c'est 0,3. Je fais le calcul et ça me donne ma réponse, L égale à 0,23 mètres.